Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue sur l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver, trêve de blabla, ne perdons pas de temps, vous faites face à cet avertissement légal. Le temps pour moi de vous présenter le plan de ce programme. D'une part, l'actualité imminente, en tout cas celle qui impacte le marché et les marchés financiers cet après-midi. Je vais revenir assez largement sur les statistiques attendues en ce qui concerne le restockage de barils de pétrole aux États-Unis, une data qui sera disponible à partir de 16h30, et je reviendrai sur les graphiques du prix du pétrole. J'évoquerai les cas des graphiques intraday de l'argent ainsi que de l'once d'or. Quatrième partie, mes opportunités graphiques en données 4 heures sur les paires de devises, avec globalement des choses qui se sont bien déroulées, tant sur l'euro GBP que le GBP Yen et d'autres. Je vais revenir sur ces éléments-là. Un mot, mais qui sera très bref, sur la volatilité réalisée ce jour sur le euro CHF, qui j'estime, du point de vue désormais des marges requises pour investir sur ce taux de change, reste une paire de devises à exclure des stratégies de trading, d'autant plus qu'à tout moment, la Banque nationale suisse est susceptible d'intervenir sur ce marché. Enfin, nous passerons en revue le CAC et le DAX en intraday, et puis je répondrai à vos questions. Donc bienvenue, je pense que le son et l'image fonctionne normalement. Alors quelle est l'actualité qui impacte les marchés financiers cet après-midi, et notamment le taux de change euro-dollar, ou l'euro de manière générale? Vous avez sous les yeux le taux de change euro-GBP, qui atteint d'ailleurs un objectif que j'évoque depuis le 13 avril, et la cassure de la ligne de coût d'une structure en double top sous 0,7384. Je le dis, objectif atteint, 0,7122, pile poil. D'ailleurs, le marché vient de faire 0,7122. Mais quelle en est donc la raison? Alors, cette fameuse actualité, ce news flow, pour reprendre du jargon financier, un certain nombre de choses depuis la nuit dernière. Tout d'abord, la balance commerciale au Japon qui est ressortie au-dessus des attentes, en excédent pour la première fois depuis longtemps. Bon, on vous en a déjà parlé ce matin, c'est pas forcément ce qui va impacter directement le prix des actifs financiers. Plus proche de nous, le prix du pétrole qui consolide, mais qui tient un support et qui va réagir à 16h30 à la nouvelle publication de l'évolution hebdomadaire du restockage de barils de pétrole aux États-Unis. C'est à 16h30 heure de Paris que ces chiffres sont attendus. D'ici là, le prix du brut a reculé depuis hier suite à l'annonce de l'Arabie Saoudite qui pourrait donc arrêter sa campagne militaire et notamment aérienne au Yémen. Cet après-midi, la Banque Centrale Européenne annonce, ce n'est pas une surprise puisqu'elle le fait régulièrement, l'augmentation de l'enveloppe ELA. C'est donc une enveloppe de liquidité d'urgence qui est ouverte aux banques commerciales grecques, portant désormais ce plafond à 75,5 milliards d'euros. Et dans la foulée, les banques commerciales grecques ont déclaré détenir désormais 3 milliards, un peu moins, 3 milliards d'euros de liquidités. Bref, voilà donc en tout cas ce qui amène un courant vendeur sur le taux euro depuis donc une heure environ. Je vais revenir bien sûr sur la tendance des marchés actions américains, puisque nous sommes dans une émission dont le titre est Wall Street Insider. Environ 3/4 des sociétés de l'indice S&P 500 qui ont publié leurs résultats ont battu le consensus du point de vue des bénéfices. C'est en tout cas ce que reporte Bloomberg. Le pourcentage est moindre en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Je reviendrai notamment sur l'indice Nasdaq qui est revenu proche de ses plus hauts. Vous le savez, le Nasdaq a toujours été, au sein de notre équipe, l'indice US sur lequel nous vous proposons régulièrement des stratégies positives. Voilà donc pour la fin de la première partie de ce webinaire qui constituait donc en un résumé de l'actualité imminente qui impacte les marchés financiers. Seconde partie, que penser du pétrole? Alors pourquoi est-ce que je vous parle du pétrole avant les autres actifs? Parce que à 16h30, donc dans environ 1h10, sera publié par l'administration américaine d'information sur l'énergie un chiffre hebdomadaire qui impacte régulièrement le prix du pétrole. Il s'agit tout simplement du nombre de barils qui ont été stockés, de barils de pétrole aux États-Unis la semaine dernière. Alors, la courbe de l'évolution des stocks de pétrole aux États-Unis, elle est fortement ascendante, mais ce qui compte pour le marché, c'est la vitesse de cette courbe. Si vous voulez, le momentum de la courbe. Et en clair, depuis 2 semaines maintenant, la courbe
de stockage de barils de pétrole aux États-Unis, la vitesse tend à ralentir, ce qui a fait partie des éléments qui ont soutenu la hausse du prix du pétrole depuis maintenant un mois, ce que nous avions envisagé d'ailleurs à l'aide de l'analyse technique depuis le rebond sur le support des 50 dollars. C'est d'ailleurs lorsque le prix du pétrole a rebondi sur 50 dollars que nous avons proposé une cible qui n'a pas encore été atteinte mais qui a été fortement approchée. Cette cible s'établissait à 60 dollars. Alors le marché a fait quoi? Le marché a fait 58,61 dollars et que fait-il maintenant selon l'analyse technique? Il transige, il consolide dans une phase qui est légèrement ascendante mais qui est aussi élargie. C'est en tout cas ce que suggère ici l'analyse technique, une espèce de consolidation élargie ici lorsque vous étudiez les bougies japonaises en données 4 heures qui montre que ce marché, après avoir fortement progressé depuis le niveau des 44 dollars et avoir approché à 1,40$ près notre cible à 60 dollars, se montre plus volatile, en tout cas moins directionnel. Eu égard à un certain nombre d'éléments, ce qui est important cet après-midi, c'est de surveiller ce que sera donc la quantité de barils restockés aux États-Unis. Le marché anticipe 2,9 millions de barils. Concrètement, c'est un chiffre qui permettrait de confirmer, s'il est validé, le ralentissement, non pas le déstockage, mais le ralentissement du processus de restockage. Alors je pense que si nous avons un chiffre autour du consensus, voire inférieur à 3 millions de barils de pétrole, cela devrait soutenir l'appréciation du prix du pétrole. Par contre, attention, si le restockage est nettement supérieur aux attentes, imaginons qu'il s'établisse à 10 millions de barils, ce qui est arrivé depuis le début de l'année sur une base hebdomadaire, cela pourrait au contraire créer de la pression sur le prix du pétrole. Autre élément qui est cette fois-ci de nature intermarché, c'est le mouvement que nous observons sur le dollar américain depuis quelques heures maintenant et qui là aussi est de nature à appuyer sur le prix des matières premières. L'analyse technique nous suggère que ce marché peut encore se reprendre tant qu'il se maintient au-dessus du support à 54 dollars, 54, 54, 21. En données 4 heures, vous avez ici cette ligne de tendance qui attrape d'ailleurs tous les points bas, qui a bien fonctionné d'ailleurs depuis ce matin. Mais voilà, nous sommes dans cette phase d'élargissement qui montre qu'il peut y avoir de la vol, et d'ailleurs c'est le cas depuis le 16 avril. Donc à 16h30, soyez bien sûr prudents, soyez au fait des statistiques qui sont publiées. Pour avoir ce chiffre en temps réel, je vous invite à suivre notre fil News en temps réel, ou encore de manière générale à vous abonner au service d'actualisation des datas de l'administration américaine de l'énergie, dont les initiales en langue anglaise sont EIA. EIA, il y a même un compte Twitter que vous pouvez suivre pour avoir ces données rapidement. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer sur le prix du pétrole et les éléments à suivre cet après-midi. C'est donc la fin de la deuxième partie de ce webinaire. Nous entrons dans la troisième partie, que penser de l'argent et de l'once d'or. Alors, ce que j'en pense, ce sera extrêmement bref. Je m'appuie à nouveau sur des bougies japonaises en données 4 heures, et notamment de structures qui sont propres à des phases de non-tendance en analyse technique. Sur le XAG USD, qui est le mnémonique de l'argent métal, et bien tout simplement une espèce de compression en biseau. Pardonnez-moi. Compression au biseau au sein d'un range qui s'établit sur ce marché depuis le début de l'année entre 15,30 dollars et 17,40 dollars. Tant que le marché reste dans cette pattern, il se dirige petit à petit à proximité des 15,30, 15,75. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est le débordement de cette ligne de tendance qui, si elle devait intervenir, eh bien, permettrait d'avoir à nouveau un démarrage de cette nature-là, exactement comme nous avions connu ici entre le 18 mars. Mais cet après-midi, le dollar américain est fort. Le fait que le dollar américain... Alors, un instant s'il vous plaît. Voilà. Je préviens mes collègues que... Hop. Alors, ouais, donc... Le fait que le dollar US soit fort cet après-midi m'invite à croire que pour le moment XAG USD et XAU USD pourraient rester davantage dans ces patterns. Donc voilà, ne vous pressez pas. Il y a un niveau que je surveille aussi, toujours en utilisant ces bougies intraday H4,
c'est ce niveau-là des 15,80. Pourquoi est-ce que je surveille 15,80? Parce que c'est le niveau horizontal que les cours avaient franchi le 18 mars et qui avait permis au XAG USD de sortir par le haut de cette compression. Le XAG USD et l'once d'or, ce n'est pas compliqué, ce sont des trading ranges horizontaux. L'idée, c'est d'essayer d'identifier, lorsque les cours approchent de la partie basse, des patterns permettant d'envisager une reprise à proximité de la partie basse, et au contraire, lorsque les cours approchent de la partie haute du range, plutôt des figures d'essoufflement, pour finalement avoir des signaux techniques qui donnent le point de départ des oscillations de part et d'autre de ces deux bornes latérales. Voilà en tout cas ce que je vous invite à fermement surveiller sur le XAG USD. Sur l'once d'or, la donne est exactement la même. Nous avons depuis maintenant, je dirais quelques heures, un XAU USD qui est probablement sous la pression, mais tout est relatif car ce marché reste enfermé dans une forme de triangle symétrique entre deux bornes, 1178 $ et 1223 $, sous la pression tout d'abord d'un USD, qui lui reste globalement en reprise depuis le milieu de la matinée en Europe. Des chiffres d'ailleurs ont été publiés à 15 heures. Un indice d'évolution des prix du secteur immobilier résidentiel aux États-Unis, conforme au consensus, mais globalement solide, car il s'est établi à 0,7% en rythme mensuel. La troisième partie de ce point de marché est terminée et elle faisait référence à l'or et à l'argent. La quatrième partie, peut-être celle qui vous intéresse le plus, mes opportunités forex sur la base des bougies japonaises en données 4 heures. Et la première d'entre elles, laissez-moi dire objectif atteint. Ce graphique, je vous le propose depuis le 13 avril, et la validation d'une structure en double sommet sur le taux de change euro-GBP, double sommet sous 0,7385, et hier je suis revenu sur la façon dont on peut calculer l'objectif théorique d'une telle pattern. J'utilise les extensions de Fibonacci et je reporte au point de cassure un coefficient multiplicateur que j'applique tout simplement à l'amplitude balayée par les prix entre la ligne de coup et la résistance qui attrape ici les deux sommets, me permettant d'établir un objectif de cours à 0,7122 précisément. Je vous donne le point bas du jour, 0,7122. Donc, les extensions de Fibonacci, ça marche, et souvent, le coefficient des 0,618. En tout cas, c'est celui auquel j'accorde le plus de confiance. C'est donc un objectif qui est atteint. La paire de devises ne reste pas moins baissière. Il existe désormais une première résistance qui s'établit à 0,7163. Les cours peuvent rebondir en direction de cette résistance, mais j'estime qu'elle sera alors intéressante pour une stratégie de vente, mais forcément avec beaucoup moins de conviction que lorsque les cours testaient la ligne de coup ici à 0,7222. Maintenant, laissez-moi revenir dans l'ordre des stratégies que je vous ai proposées hier après-midi et qui ce n'arrive pas tous les jours, mais cette fois-ci pour la plupart confirmées. Deux stratégies tout d'abord, le GBP Yen et l'Euro Yen. Je vous ai présenté hier une configuration technique que j'estimais explosive sur le GBP Yen et l'Euro Yen, du fait d'une part de cette approche technique, mais surtout du fait du piège baissier en date du 14 avril sur les paires en Yen. Le 14 avril, les paires en Yen ont tenté d'enfoncer les points bas du mois de février. Or, la tentative de cassure des points bas de février s'est faite en séance, mais en clôture, les cours ont préservé les points bas du mois de février. En intraday, on a pu relever des structures en avalement haussier. Lorsque le marché fait un piège à la baisse, exactement comme le pétrole lorsqu'il a basculé sous les 44 $ et puis les a réintégrés, vous avez en face un contre-pied mais en sens opposé. Je vous remontre ce qu'a fait le pétrole en mars 2015. Un piège sous les 44 $, réintégration, et ça a explosé à la hausse. Soyez maintenant attentifs, je vous montre ce qu'a fait le GBP Yen le 14 avril. Un piège baissier sous les 175,80 suivi, sans surprise, d'un violent contre-pied haussier. Cette configuration chartiste n'a pas de nom, à part le fait que c'est un mouvement qui réagit à un piège, dans le sens opposé de la tendance, mais c'est très puissant. C'est comme ça. Alors on retrouve après ici ce que moi j'appelle généralement la magic pattern, c'est-à-dire qu'on réintègre le niveau, on revient le tester, et à ce moment-là, on a une façon de se positionner. Maintenant que nous dit le GBP Yen, on a eu un signal
de poursuite de cette reprise hier après-midi. Et cet après-midi, le GBP Yen donne un nouveau signal d'achat en débordant la résistance à 179,30. Je pense que le GBP Yen va rejoindre les 181 yens. Et ce, lors des toutes prochaines heures de cotation, essentiellement du fait de ces chiffres relatifs à la balance commerciale au Japon. Je rappelle que le niveau des exportations a légèrement augmenté au Japon, mais les importations, quant à elles, sont en fort recul. En tout cas, ces éléments expliquent en partie les mouvements que l'on retrouve sur le yen japonais, dont le mnémonique est JPY, si vous n'êtes pas au fait de ces choses-là. Alors l'euro-yen, c'est un succès relatif, c'est moins attractif, mais dans tous les cas, je reviens ici sur cette pattern que j'ai mentionnée hier. Je relevais d'une part sur l'euro-yen ce piège aussi sous les 126,80. Je préférais de loin et de très très loin le GBP yen. C'est vraiment, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, il s'avère que les cours évoluaient dans ce biseau, en sont sortis par le haut. Bon, l'euro-yen, c'est quand même beaucoup plus neutre. Certes, le JPY est sous pression, mais l'euro l'est aussi du fait de cette annonce cet après-midi de la nouvelle augmentation du plafond de cette enveloppe d'urgence ELA de la Banque Centrale Européenne dédiée aux banques grecques. Donc l'euro-yen n'en forme pas moins un support à 128,17, mais eu égard à l'actualité concernant l'euro, mettons de côté l'euro-yen. Si vous êtes en position dessus, éventuellement prenez des bénéfices, et je pense qu'il faut se concentrer sur le GBP Yen. Alors j'en viens maintenant au GBP. L'euro GBP, vous l'avez compris, confirme sa tendance baissière depuis le double top sous les 0,7385. Le GBP Yen confirme sa tendance haussière depuis le piège baissier du 14 avril sous les 175,80. Mais qu'en est-il des autres paires en GBP? Je ne la suis pas, mais j'entendais tout à l'heure mon collègue Adrian parler du GBP NZD, et il s'avère que cette paire de devises est en train de bien réagir sur un support à 1,9360. Alors je vous invite à suivre son compte Twitter pour en avoir un suivi plus précis, mais en tout cas, jetez un œil au GBP NZD, il y a probablement des choses à faire sur cette paire de devises. Le GBP AUD, j'ai désormais une opinion neutre sur ce marché, qui est comprimé entre d'une part une ligne de tendance haussière qui est en place ici depuis le 17 novembre et une ligne de tendance baissière qui est en place ici depuis le 12 février 2015, créant ce qu'on appelle en chartisme une forme de triangle. Et les cours étant actuellement en plein milieu de cette pattern, je suis neutre. Que penser du GBP CAD? Eh bien, je n'en pense toujours rien parce que c'est compliqué le GBP CAD ces derniers temps, notamment parce que le dollar canadien a tendance à se montrer vigoureux ces dernières semaines, notamment depuis la reprise du prix de l'énergie, essentiellement la reprise du prix du pétrole. Le GBP USD. GBP USD, c'est compliqué de vous proposer quelque chose dessus parce que aujourd'hui, le GBP est globalement costaud, l'USD est globalement costaud. Peut-être un peu moins parce que le GBP USD progresse depuis quelques heures. Le GBP USD tente de franchir une résistance, la résistance des 1,50 $. Je ne suis pas à l'aise en fait sur le GBP USD. Peut-être que ça peut monter à 1,51, mais franchement, je préfère le GBP Yen. Et étant donné que USD a tendance quand même si c'est compliqué, à bien réagir depuis environ 4-5 heures, le GBP USD, franchement, je n'y ai pas de vision chartiste limpide. L'euro-dollar, c'est du yo-yo. L'euro-dollar est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il malmène un niveau qui n'en reste pas moins un pivot, le niveau des 1,0713. Ce que vous montre ici les bougies japonaises en données 4 heures, c'est l'impact que provoque ce niveau de prix. C'est un niveau qui a fonctionné le 31 mars, on a décroché en dessous le 9 avril,
on l'a franchi le 16 mars, on tente de le casser hier, on le réintègre et maintenant on voit que ça fait support. 1,0713, un niveau qui provoque une réaction de cours, mais malheureusement pour les adeptes du taux de change euro-dollar, cette paire de devises a perdu sa nature directionnelle depuis le milieu du mois d'avril. Il est difficile d'attraper de la tendance sur l'euro-dollar depuis le milieu du mois d'avril, et peut-être qu'au fond, l'euro-dollar a perdu sa nature tendancielle depuis le milieu du mois de mars, désormais enfermé entre 1,05 et 1,10. Sur le très court terme, cependant, il est vrai que le marché réagit à nouveau sur 1,0713, mais je n'ai, sur cette paire de devises, pas la moindre idée de l'amplitude que peut avoir le taux de change depuis ce niveau-là. Il pourrait basculer en dessous et à peine s'enfoncer, puis enfin, vous voyez un peu comme il le malmène là depuis quelques heures. Donc, franchement, j'ai toujours pensé qu'en bourse, on peut avoir une opinion haussière, une opinion baissière ou une opinion neutre. C'est un vrai choix, dès lors qu'on ne souhaite pas dire de bêtises. Donc là, sur l'euro-dollar, je fais ce choix. Que penser du NZD-USD? C'est la question qui vaut cher. Le NZD-USD, on peut toujours avoir ce sentiment que, au fond, on est sous un prix de vente. Ce qui est certain, c'est que ce que prouve le marché, c'est que c'est une zone importante. Car depuis maintenant le début de la semaine, le marché, il est collé sous 0,77, sous 0,7740. Il ne rejette pas pour autant. Il y a une forme de force un peu du NZD. On va laisser l'analyse technique décider. C'est-à-dire que tant que le marché se maintient sous 0,7740, il y a un risque de baisser. Par contre, franchir un jour ce niveau, cette fois-ci, mettrait en risque ce dont nous vous parlons depuis quelques semaines. Donc peut-être une approche un peu plus neutre, mais en l'état, pour l'instant, les cours restent couverts par la résistance. Il faut maintenant que je vous donne un mot du dollar australien. Vous avez eu hier sur notre site une alerte à propos de l'AUD-CAD. L'AUD-CAD, je vous en ai parlé hier dans mon tour d'horizon FX. L'AUD-CAD a tenu cette zone, qui est une zone de support horizontale, historique, c'est pas compliqué, au-dessus des 0,94. Pour l'instant, ça tient. Éventuellement, on peut envisager qu'on est en train de faire un espèce de wedge. Bon, pour le moment, je dirais que comme hier, c'est un range entre 0,94 et 0,95,80. On peut aller chercher 0,95,80, mais voilà. Hier, il y avait une possibilité, il y avait un money management. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment attendre la résolution de cette compression. Alors, hier, je vous ai parlé du NZD Yen. Et le NZD Yen, je vous ai dit quoi? Qu'on pouvait cette fois-ci envisager la cassure de la résistance à 91,90. Alors, je vais charger le graphique et voir ce qu'a fait le NZD Yen. Eh bien, je découvre comme vous, hein, puisqu'en gros, hein, depuis ce matin, je n'ai pas jeté un œil à mes paires de devises, je suis sur d'autres choses. C'est pas encore très franc. Mais le NZD Yen, à la différence du 20 janvier, à la différence du 24 mars et à la différence du 17 avril, le NZD Yen tente de franchir les 91,90. Mais franchement, ce n'est pas très punchy, comme dirait. Vous voyez, il m'a contaminé, façon de parler. J'ai repris un de ces termes, Sylvain. Bon, est-ce qu'on peut viser 92,80? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, en fait, je sens que le NZD Yen essaye de franchir une résistance. Éventuellement, le NZD Yen pourrait rejoindre ses sommets de l'année 2014, mais je trouve que cela manque un peu de force. Mais bon, en l'état, on tente quand même de franchir une résistance. Alors, bah voilà, hein, tant que maintenant le prix se maintient au-dessus des 91,80, 91,70, pourquoi pas envisager une hausse en direction des 92,88. Alors, hier, je vous ai parlé de quoi d'autre? Laissez-moi reprendre ça. L'euro AUD, je n'avais rien à vous dire de spécial. L'euro CAD non plus. L'euro yen, je vous en ai parlé. Le GBP, NZD, vous avez qu'à suivre le compte Twitter d'Adrian, il y aura du news flow. Ah oui, l'USD CAD, forcément l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, il y a quelque chose qui me plaît d'un point de vue graphique.
lorsque les cours sont donc sortis, vous le savez maintenant, par le bas d'un puissant range, le risque sur l'USD CAD, depuis la séance du 15 avril, il est baissier. Il est baissier jusqu'à 1,19. L'USD CAD rejette pour le moment sous une résistance qui s'établit entre 1,23 et 1,2330. Réagit depuis ce matin sur 1,2210, qui est une oblique, ici H4. Enfermé désormais dans une compression entre 1,22 et 1,2330, le risque est d'en sortir par le bas. Notamment, je vous laisse observer sur l'USD-CAD la moyenne mobile à 20 jours qui est descendante et qui viendra prochainement appuyer sur les cours. Je m'intéresse donc toujours au niveau de résistance sur l'USD-CAD, et ce tant que les cours se maintiennent sous les 1,2380 et sous la moyenne mobile simple à 20 jours. La quatrième partie de ce point de marché est terminée. Maintenant, j'évoque le CAC, le DAX et l'indice Nasdaq. Le CAC 40 reste parfaitement fermé dans une compression évoquée hier qui s'établit entre la résistance à 5240 points et la moyenne mobile simple à 20 jours. La moyenne mobile simple à 20 jours qui est ici apposée sur les bougies japonaises en données 4 heures. J'évoquais hier cette possibilité de voir une volatilité en séance forte, c'est-à-dire voir des matinées haussières, des après-midi baissières ou inversement. Les marchés actions de la zone euro sont depuis la semaine dernière entrés dans des phases de range volatiles, à l'image de ce que fait Wall Street depuis le début de l'année. Et les choses n'ont pas changé. Résistance 5240, support, moyenne mobile simple à 20 jours. La moyenne mobile simple à 20 jours, vous pouvez l'utiliser sur l'indice Eurostoxx 50 et le DAX. Elle est résistance. Et ce qui est étonnant, c'est que sur le CAC 40, la moyenne mobile simple à 20 jours est support. Alors, c'est dû à la composition de ces indices boursiers. Un conseil, faites confiance à l'Eurostoxx 50. Si l'Eurostoxx 50 vous donne un message qui est proche de celui du DAX, faites davantage confiance au DAX. Alors, notre ami le DAX, sur lequel vous êtes friand d'analyse technique intraday, et notamment de scalping, il a brisé la semaine dernière cette ligne de tendance haussière en place depuis le 21 janvier. Pour le moment, il réalise qu'un simple pullback sous la première résistance à 12 080 points. Le risque, finalement, est de voir ce marché rester sous pression. Et désormais parfaitement neutre entre 11 618 et 12 080. Le Nasdaq 100. Alors, lorsque j'étudie le Nasdaq, j'étudie à la fois le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Le Nasdaq Composite, vous ne l'avez pas sur la plateforme, mais c'est facile d'en trouver un graphique pour pratiquer de l'analyse technique. Le Nasdaq Composite a progressé hier. Il clôture hier en hausse, alors que les indices S&P 500 et Dow Jones ont reculé. Moi, j'ai toujours pensé que le Nasdaq était probablement le seul indice US sur lequel envisager des stratégies sur support. Le Nasdaq avait donné un signal positif le 6 avril, puis le 17 avril en faisant un marteau. Il est désormais couvert par cette ligne de tendance baissière en place depuis le 2 mars. Enfin, elle attrape le top du 2 mars et le top du 22 mars. Sur le court terme, voilà, on est capé par ces résistances sur les indices US. Idem sur le SP500, idem sur le Nasdaq 100. Et désormais, ce que font les indices US depuis le début du mois de mars, c'est ce que vont faire les indices boursiers européens. Les indices boursiers européens sont devenus autant neutres que Wall Street, ce qui montre que ces marchés font de la vol, de l'amplitude entre des supports et des résistances et ne sont plus directionnels. Après, on a eu une très forte phase directionnelle en janvier, en février, en mars et la première quinzaine du mois d'avril. À un moment ou à un autre, ça ne pouvait pas durer. Donc il va falloir probablement vous habituer à ce nouvel environnement volatile sur les indices boursiers en Europe, avec des oscillations intraday plus fortes que par le passé, des matinées baissières ou haussières, des après-midi différentes, opposées. Un conseil en Europe, surveillez la moyenne mobile simple à 20 jours sur le DAX, l'Eurostoxx 50.
Si le CAC bascule en dessous, vous aurez globalement un ensemble cohérent en faveur d'une phase de correction plus forte. Pour le moment, le CAC il est prisonnier entre ces deux éléments-là. MM20, 5240. Voilà, dans quoi le CAC oscille. Et le CAC il peut rester ici plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, première question sur l'euro CHF, comme quoi cette paire de devises vous intéresse encore. Moi, l'euro CHF, ce que je pense, c'est que le franc s'apprécie fortement depuis le 20 février. Et forcément, lorsque le franc monte, ça ne plaît pas à la Banque nationale suisse, hein, ça c'est certain. D'ailleurs, cet après-midi, l'euro CHF a réagi violemment suite à l'annonce que la Banque Centrale Européenne a relevé le plafond de l'ELA. L'euro CHF, il est volatile. Après, on en parle un peu moins parce qu'il faut être honnête, quel que soit le broker d'ailleurs chez lequel vous êtes, il y a une marge requise qui est forte, beaucoup plus forte que par le passé. Dans tous les cas, l'euro CHF est tout de même, d'un point de vue de l'analyse technique, guidé dans sa baisse par cette ligne qui attrapait tous les bas. Et c'est clair qu'on sort par le haut ici d'un espèce de wedge. Donc, l'euro CHF, on peut en effet envisager qu'il remonte en direction des 1,0390, voire des 1,0495. En tout cas, sur le court terme, sans prendre trop de risques, je pense qu'on peut bien gagner 50 pips de plus et rejoindre la première résistance ici à 1,0390. Alors, Visiteur nous rappelle que le GBP-NZD a atteint un support monstrueux, pour reprendre votre terme en données mensuelles. C'est probablement vrai. C'est probablement vrai. C'est une paire de devises que suit mon collègue Adrian. Nous sommes peut-être sur le GBP-NZD sur un support monstrueux. On peut basculer ici hein, en données mensuelles. N'hésitez pas d'ailleurs à partager un chart lorsque vous mettez en avant de telles choses. En effet, nous avons ici en mensuel, on voit bien que le GBP-NZD réagit fortement à chaque fois, hein, à proximité des 1,9350. Donc en effet, nous sommes sur un support monstrueux. Et le GBP-NZD est peut-être en train de sortir d'un espèce de wedge. Ici, il a fait une espèce d'épaule, tête-épaule, inversée, au-dessus de ce support monstrueux, comme vous dites. Donc, oui, le GBP-NZD a probablement du potentiel. Au moins pour rejoindre les 1,97. Tout à fait, c'est complexe les marchés. Alors, le GBP Yen, pour revenir vraiment, moi le GBP Yen, je vous en parle depuis le début de la semaine. Hein. Donc forcément, ça peut donner l'impression d'arriver maintenant après la bataille, c'est certain. Le GBP Yen, quand je vous ai parlé hier, c'était pour viser 180. Enfin, j'ai donné 180. Mais je pense que le potentiel existe encore. Par contre, c'est certain, c'est suracheté. C'est suracheté. Mais moi j'ai toujours dit une chose, le surachat n'a jamais permis à un marché de monter, et la survente n'a jamais empêché un marché de baisser. Et je pense que nous avons ici un niveau de prix horizontal qui est susceptible d'être atteint sur le GBP Yen, et ce, tant que le premier support désormais à 179,30 tiendra. Alors H4, beau biseau ascendant sur l'eurodoll en données 4 heures. En H4, un wedge. Peut-être cette pattern ici, mais franchement, l'eurodoll, si on cherche une forme chartiste, c'est une espèce de figure élargie qui ressemble à rien, quoi. Enfin, honnêtement. Mais voilà, 1,0713 reste un pivot important. À part le niveau des 1,0713 $, je vois pas des choses vraiment majeures. Alors c'est vrai que je vous rappelle la possibilité de donner votre opinion sur nos produits et services via Investment Trend.
Je vous ai donné les liens pour participer à Investment Trend. J'espère que vous avez participé, surtout pour que nous puissions savoir vers quoi orienter nos efforts. Nous avons des ressources en interne. On peut soit développer notre site internet, soit développer les services, la salle de trading, les émissions, les produits. Enfin, on a plusieurs pistes à envisager et c'est pourquoi nous vous interrogeons pour savoir vers quoi déployer nos forces, notamment financières, pour améliorer nos produits et services. Alors en effet, pour le CAC 40, je suis d'accord. Alors USD CAD. Alors en effet, l'USD CAD, bien vu, vous dites, c'est une stratégie qui se déroule. L'USD CAD pourrait se retrouver à nouveau sous pression. Bon, il l'est de manière générale, tant qu'il reste sous les 1,2330. Ce qui serait dommageable pour l'USD CAD, ce serait de recasser les 1,22. Et alors là, on retombe. Dans ce cas-là, on retomberait. Alors l'Eurostoxx 50, c'est pas comme le SP500, il n'y a que 50 valeurs à l'intérieur. Question sur le Bund, eh bien je viens au Bund et donc visiteur, vous nous dites que l'euro NZD comme le GBP NZD est sur un support monstrueux. Alors le Bund est-il sur un support? Eh bien nous sommes en tout cas dans cette zone dont j'ai parlé hier, c'est un fait. Je vous invite, eu égard au renforcement sur le court terme du rendement obligataire allemand, à patienter. Pourquoi? Parce que la zone support, le marché est dedans, c'est certain. J'observe que le momentum bascule sous la neutralité, ce qui m'invite à croire qu'il peut se replier désormais en direction de la survente. D'autre part, il existe cette ligne de tendance haussière. Et donc j'aurais tendance à attendre la confirmation de l'établissement d'un creux. Cela me semble important. Le rendement à 10 ans allemand s'apprécie. Il gagne 4 points de base depuis hier. Il gagne 4 points de base. Au contraire, le rendement italien, espagnol diminue. Il y a des prises de bénéfices sur ce marché. Il n'en reste pas moins qu'en effet, je pense que nous sommes proches d'une zone de support. J'aimerais d'abord voir une réaction. Si je pars du principe que nous faisons une correction en 3 temps, jambe A, top de la B, allez, 159,35. 159,35, optimal, stop, sous 158,80. 159,35, en dessous, je reverrai mon anticipation. Si je dois vous donner, mettre en avant un point d'achat, et vous ne savez ici qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Mais si vous me posez la question quel est le prix, il y a plusieurs façons de poser une question pour arriver à une réponse. Étant donné que je ne peux pas répondre à la question où faut-il acheter, sinon je me mettrais en infraction avec la régulation. Mais si votre question est quel serait le niveau de chartiste le mieux, le plus adapté pour une stratégie positive, je peux répondre à cette question. Les mots sont importants. Je vous dirais 159,35. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous retrouve à 17h30 pour un point de clôture à la Bourse de Paris avec un panorama, des actions françaises qui ont bougé, avec à la clé des explications fondamentales, un décryptage technique de l'indice CAC 40 et lorsque les actions seront disponibles sur la plateforme Trading Station, des analyses graphiques, mais cela viendra pour plus tard. Merci.